Bienvenue à vous tous pour 300 millions de critiques, l'actualité francophone de la culture. Nous sommes ravis avec mes camarades de vous accueillir dans un lieu intrigant tout près de Paris, ici les Moulineaux, car nous sommes au musée de la carte à jouer. Le musée de la carte à jouer, évidemment, inspiré par ce qui existe depuis des années dans la civilisation, toutes ces petites cartes que le réalisateur va vous faire découvrir et qui donc participent à la fois à la culture et aux jeux de société. Nous sommes avec Laura Tenucci de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue, comme toutes les semaines, évidemment, dans l'antenne de 300 millions de critiques. Et nous allons découvrir pour la première fois Nicolas Ouellet de Radio-Canada. Mon cher Nicolas, bienvenue. Bonjour. Radio-Canada, vous faites de la radio, de la télévision. Exact, les deux à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois, mais pas en même temps. Ouais, je le souhaite pour vous. Mais musique, cinéma, culture, tout. Ouais, je dirais société. Société. Voilà. À vos côtés, donc, Michel Serruti, que vous connaissez de la radio-télévision suisse. Guillaume. Salut, mon cher Michel. Nous sommes avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, et avec la flagornerie qui me caractérise. Je l'embrasse, bien évidemment, sur le front, de loin, car on ne sait jamais. Et Sylvestre Desfontaines, de la RTBF, qui est avec nous, bien évidemment. Sylvestre, on va commencer par votre instantané. Bonjour, mon petit Sylvestre. Auriez-vous un instantané de la semaine? Oui, j'ai un instantané de la semaine. En Belgique, on a conservé l'idée, on a conservé la tradition du poisson d'avril dans les médias. Ouais. Et la RTBF, dans une émission qui s'appelle Heptaxi, a monté un poisson d'avril autour de Salvatore Adamo, qui avait décidé d'arrêter sa carrière Pour faire du rap. pour faire du rap. Ouais. Exactement. Et selon le principe de l'arroseur arrosé, Ouais. le rappeur qui s'appelle Eddie Ape et Adamo, qui avaient construit un morceau ensemble, etc., pour le canular, eh bien, se sont tellement bien mariés, se sont tellement bien entendus que le morceau a fini par sortir. Voilà. Et c'est Les Filles du bord de mer version 2019. Ah, d'accord. Il faut vraiment écouter ça, ça vaut le détour. Yves. Alors, c'est beaucoup moins amusant, mais c'est un rapport avec la Belgique. Vous savez qu'on célèbre, même si c'est un mot difficile à employer, les 25 ans du génocide au Rwanda. Donc, c'est une photo que j'ai prise au musée du génocide à Kigali. La promenade, qui en fait est une tombe où vous marchez sur 250 000 cadavres. C'est une expérience dont on ne sort pas complètement comme quand on y était rentré. Voilà, instantané choisi donc Paris. Ma chère Laura. Alors moi j'ai choisi une photo Instagram que j'ai trouvée sur le compte du street artist JR qui rend hommage à Agnès Varda. Ils avaient fait ensemble Visage Village et il a posté cette photo où on les voit tous les deux avec ce casque de cosmonaute en disant en légende « à mon étoile filante ». Pour mon état filante. Nicolas. C'est une photo d'un pop-up shop. Il y en a de plus en plus à Montréal, au Québec, de ce genre de magasins instantanés où des artistes visuels vont décider de convertir leur art en, par exemple, des morceaux de vêtements ou autres œuvres. Et c'est Pony qui s'appelle. Elle a fait un pop-up shop qui s'appelle Feelings, qui devait durer seulement quelques jours, qui a duré plusieurs semaines. C'est un grand succès. Et il y a même Charlize Theron qui a porté ses vêtements à Pony. Donc, c'est à découvrir, c'est mon instantané de la semaine. Charlize Theron, donc. Theron. Tréon. Des Theron, vous? Theron. Charlize Theron. Voilà. Oh, il est bien. Michel, instantané. Une photo d'un jeune homme qui s'appelle Cédric Borges, également connu sous son nom de scène comme Sta la Muerte. Pourquoi? Bien parce que ce garçon qui habite Vevey en Suisse est champion du monde de danse hip-hop. Bravo à lui, c'est mon coup de chapeau et ma photo de la semaine. Voilà, et mon instantané sera cette photo qui représente et qui est la chambre de Victor Hugo, donc à Guernesey, dans cette maison qui vient d'être rénovée entièrement. C'est l'endroit où il a écrit Les Contemplations et bien d'autres chefs-d'œuvre, comme par exemple Les Misérables. Voici le sommaire de cette émission. Nous sommes dans 300 millions de critiques et je vous rappelle que nous sommes à Issy-les-Moulineaux dans le musée de la carte à jouer. Dans les émotions cachées des plantes, Didier Van Covelart s'est lancé à la recherche d'une humanité entre guillemets aux plantes et l'équipe à aimer. Le succès phénoménal de 3 cafés gourmands mérite que nous nous penchions aujourd'hui sur l'histoire de ce groupe. L'égyptomanie francophone est en ce moment assouvie avec une grande exposition tout en Camon qui se tient à Paris et que la bande a visité pour vous. Invités instantanés et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
Voilà un sujet quasiment philosophique pour démarrer. Les plantes ont-elles une âme? Les best-sellers mondiaux de l'intelligence des plantes, de l'italien Stefano Mancuso, et puis La vie secrète des arbres, qui a été écrit. Ce sont 2 best-sellers par un Allemand qui s'appelle Peter Wolleben. C'est un des écrivains français qui maintenant s'attaque à ce sujet passionnant. Parmi les plus populaires, il s'agit de Didier Van Cauwelaert, que vous connaissez probablement. Alors, il a signé donc un livre qui s'appelle Les émotions cachées des plantes. Et vous l'avez beaucoup aimé, Michel. Oui, absolument, Guillaume. Vraiment, c'est un livre que je ne peux que recommander, d'ailleurs. C'est vrai qu'alors voilà, par intérêt personnel, tout ce qui touche un petit peu à la nature m'intéresse. Je suis tombé sur ce bouquin un petit peu. C'est votre côté Edelweiss. Mon côté Helvet et Helvet, oui, absolument. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin, une fois que vous l'avez lu, vous avez de la peine à regarder les plantes avec le même regard qu'auparavant. Et c'est un livre aussi qui s'inscrit, alors vous avez cité, il y a eu Stefano Mancuso, qui est voilà, le célébrissime neurobiologiste végétal qui a inventé le domaine et qui a écrit vraiment un best-seller alors, à l'échelle mondiale, l'intelligence des plantes. Mais avant ça, voilà, ça s'inscrit, on va dire, dans un renouveau de l'intérêt qu'on peut porter à la végétation, aux plantes, quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté. Il y a un film également auquel je pense Il était une forêt, signé de Luc Jacquet et Francis Allais. Ça date de 2012. C'est un film documentaire absolument splendide. Il y a eu Zep, dont je vous ai parlé dans cette émission, qui a écrit une BD qui s'appelle The End, qui explique comment la nature finalement décide de se débarrasser des hommes parce que décidément ils sont trop insupportables. Et le livre de Van Cauwelaert, eh bien, mais quelle est la thèse du livre de Van Alors Cauwelaert? le livre de Van Cauwelaert s'inscrit là-dedans pour nous expliquer que les plantes, il y a une forme d'intelligence chez les plantes. Alors certains sont d'accord avec ça, certains ne sont pas d'accord avec ça dans la communauté scientifique, mais d'une manière générale, d'expliquer que nous descendons, les animaux, nous les hommes, les animaux, descendons des plantes. La première source de vie sur la Terre, c'était les plantes. C'était des algues qui, petit à petit, ont commencé à acquérir une autonomie et qui, finalement, sont devenus des animaux. Et donc, nous sommes devenus des hommes descendants de ces animaux. Et que les plantes... Il fait vraiment le lien, Van Cauwelaert. Ah oui, c'est pas Van Cauwelaert, la science le fait. Donc, c'est même pas Van Cauwelaert, en l'occurrence. C'est un fait scientifique établi, désormais. La première source de vie, c'était... D'accord. Voilà, c'était ça. L'hybride entre les deux, c'est le ténia. C'est ça qui est assez drôle. Exactement. Le ténia est entre l'animal et la plante, en fait. C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et d'expliquer qu'aujourd'hui... On mange les deux. Ça, c'est la plante carnivore. Mais pas de la même manière. Oui. Et donc d'expliquer, à travers un certain nombre de témoignages, évidemment, lui, on le connaît beaucoup comme romancier, mais c'est aussi un vulgarisateur scientifique depuis des années, il s'intéresse à cela, de raconter un certain nombre d'anecdotes ou d'expériences scientifiques. Il cite beaucoup Clive Baxter, qui a été un pionnier dans la découverte de la sensibilité, de l'adaptabilité des plantes. Clive Baxter, qui était le type qui a inventé, c'est rigolo, il y a vraiment des points un peu étonnants, qui était le type qui a mis au point le détecteur de mensonges le plus poussé à l'époque pour la CIA, et puis qui un jour se dit, parce qu'il avait une plante verte dans son laboratoire, il dit tiens, je vais lui brancher des électrodes à cette plante verte pour voir comment cette dernière va réagir. Mal. Si éventuellement je trempe une de ces feuilles dans une tasse de café chaud, alors il met l'électrode, il fait tremper la feuille dans le café chaud, puis la plante réagit, il voit sur l'électrogramme que voilà, il y a un petit pic comme ça, mais finalement c'est pas énorme. Puis il essaie encore 2-3 choses, et puis la plante réagit, mais pas tellement. Puis finalement, il se dit, mais je vais la brûler, cette plante, parce que j'ai vraiment envie qu'elle réagisse. Et au moment où il formule l'idée, c'est ça qui est génial, au moment La où plante, tout d'un coup, il y a vraiment, on voit sur l'électrogramme, la plante fait comme ça. Mais au moment où il formule l'idée, il n'a pas amené le briquet. Et vraiment, là, à ce moment-là, il se dit, il y a quelque chose qui se passe. Langue je ne sais pas, dans la langue de l'esprit. C'est après toute la question qui se pose, c'est-à-dire comment les plantes sont capables finalement d'être sensibles à l'environnement. Et il y a énormément comme ça d'anecdotes ou d'expériences scientifiques qui sont mises en avant. Moi, une de celles qui m'a le plus frappé. Que les plantes fassent partie du monde du vivant, tout le monde le comprend. Ouais. Après, la question, c'est de savoir s'il y a derrière tout ça l'idée d'une démonstration qui, au fond, a été un grand débat aussi autour des animaux et Konrad Lorenz. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un langage, est-ce qu'il y a une souffrance, est-ce qu'il y a une certaine forme d'humanité qui est cachée derrière tout ça, en dehors de la structure du vivant? En tout cas, il y a une intelligence. En tout cas, il y a une intelligence qui est démontrée dans le livre de Didier Van Cauwelaert, comment elles se protègent de la maladie, comment elles peuvent émettre un poison quand elles se sentent attaquées. Et Michel le disait très bien, Didier Van Cauwelaert a toujours fait ça. Je me souviens d'un de ses livres qui s'appelait La demi-pensionnaire, où l'héroïne déjà allait parler aux plantes et on voyait que les plantes réagissaient. Donc il se servait d'expériences que lui a faites aussi, parce qu'il est très très impliqué, il est passionné par ça depuis 20 ans. Donc en lisant le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus effectivement regarder une plante de la même façon
et elles sont dotées d'une intelligence. Et on parlait de tous ceux qui ont inspiré aussi Didier Van Cauwelaert avec des ouvrages récents. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est assez connue, on va dire des millennials, qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout », qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, qui a fait un film, une démonstration de 5 minutes. Pourquoi les plantes sont-elles intelligentes? Et je vous assure que quand vous regardez ce petit film qui est très, très accessible... Vous ne regardez plus une fougère de la même manière? Non, non, et vous ne la mangez plus, en tout cas. On joue rarement des fougères, la salade de fougères. Nicolas. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre-là, Les émotions cachées des plantes, c'est la façon dont ça nous permet de repenser notre rapport au vivant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, en tout cas chez nous, dans ces derniers temps, des droits des animaux, de notre rapport avec les animaux, de leur place dans notre société, pour utiliser et pour en fait sensibiliser les gens à cette relation-là qu'on a avec les animaux. On a beaucoup utilisé, évidemment, l'anthropomorphisme. Donc, les animaux vivent des émotions. Et dans ce livre-là, on parle du phytomorphisme. Et moi, c'est un thème que j'avais jamais entendu et qui m'a vraiment intéressé parce que c'est vrai que j'ai lu le livre dans l'avion avant d'arriver à Paris. Je suis débarqué à Paris. Premièrement, il y avait de la verdure, j'étais heureux, pas de neige. Et deuxièmement, ça m'a fait repenser, en fait, à ce rapport-là avec les fleurs, avec la verdure et à me sensibiliser à l'idée qui vivent quelque chose. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Après, il y a, je pense, à certains égards, peut-être un risque de dérive quelconque. Oui, parce que, par exemple, quand on parle, par exemple, de remplacer les organismes génétiquement modifiés, les OGM, par des OMM, des organismes musicalement modifiés, quand on parle de l'idée que la musique peut permettre aux plantes de générer une certaine forme de protéines, je me dis que si on est déjà sceptique au départ avant d'aborder ce livre-là, on va l'être encore plus avec des termes et des locutions comme celle-là. Mais pour moi, ça reste quand même un livre de sensibilisation très intéressant. Ouais. En même temps, quand vous regardez votre salade, si tout d'un coup vous êtes pris par... Vous êtes là avec votre scarole, vous avez mis un petit assaisonnement et tout d'un coup vous êtes pétrifié par l'idée qu'à la lecture de Van Cauwelaert, la salade a une âme. On mange plus rien. On mange plus rien. Mais non, elle n'a pas une âme. Mais... Sylvestre, mais je plaisante légèrement. Vous êtes l'exégète et moi je suis le plaisantin. Je me suis posé la question aussi et je me suis dit, mais au final, je ne vais plus pouvoir manger de plantes si on me dit effectivement que... Le champignon à la grecque. Mais le champignon à la grecque a une âme. Oui. C'est ça le problème. L'âme grecque. Et tout le background, Aristote, etc. derrière. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'en filigrane de ce livre, il y a aussi un plaidoyer contre les organismes génétiquement modifiés. Il y a un plaidoyer aussi contre la pulvérisation. C'est important. Contre la pulvérisation à outrance. Et alors, il y a des chiffres à l'appui, etc. Et c'est en filigrane, donc il y a tout le côté un peu littéraire de Van Cauwelaert qui fait passer un peu les choses, à la différence des deux autres livres précédents, L'intelligence des plantes, qui a été fait par un scientifique, et puis La vie secrète des arbres, ça c'était plutôt un forestier. Et donc ici on a un auteur qui explique ça, donc c'est intéressant à ce titre-là. Et donc ça n'est pas moralisateur à outrance, je trouve, mais il y a quand même un message derrière qui est très très intéressant et qui est très très fort et qui explique en fait que si on laisse faire la nature, elle est tout à fait capable de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et en définitive, et c'est là que ça fait peur, ça fait un peu film d'anticipation, c'est de dire les plantes n'ont pas besoin de vous, faites attention, parce qu'à un moment donné, si vous les maltraitez, elles vont empoisonner leurs racines, elles vont empoisonner leurs feuilles et vous ne pourrez plus jamais les manger, chose qu'elles font effectivement avec d'autres types de prédateurs. Et donc, je trouve que la perspective est un peu effrayante. Mon chéri, vous êtes celui qui parmi nous voyageait le plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a justement dans toutes ces cultures que vous traversez au nom de la francophonie un rapport à la nature différent? Oui, bien sûr, évidemment. On va dire c'est surtout en Europe et en Amérique du Nord qu'on s'est coupé de la nature et que les humains se sont autoproclamés l'espèce supérieure au mépris des animaux, au mépris des plantes et au mépris souvent des autres humains, malheureusement. Mais moi, je parle quasiment tous les matins à mon baobab que j'ai rapporté de Dakar, parce que le Sénégal est le pays des baobabs avec Madagascar, et il me fait des feuilles absolument magnifiques. Mais tout le monde s'était moqué dans les années 70 de Stevie Wonder quand il avait fait la musique d'un film qui s'appelait La vie secrète des plantes, qui déjà expliquait tout à fait ce phénomène. Et puis, un certain nombre d'expériences ont démontré que les plantes ont des auras. Ce qui donc démontre leur vie électromagnétique. Donc c'est bien Elles appartiennent au monde du vivant. Donc voilà, l'ennemi des plantes comme des humains, c'est Monsanto.
Question fondamentale, mon cher Michel, vous qui êtes le défenseur de ce livre, est-ce qu'on pourrait considérer, par exemple, à la lecture de von Kœvlart, qu'un jardin à la française, donc un jardin bien organisé, est une sorte de goulag pour plantes? C'est une bonne question. Vous savez qu'effectivement, lorsqu'on, par exemple, on dit toujours... C'est une comparaison qui est légèrement douteuse. Non, mais ça me permet de dire autre chose. Alors, ça me permet de dire, parce que les Anglais ont une conception du jardin totalement différente. Alors, ce qui est drôle, parce que moi, personnellement, je préfère les jardins à l'anglaise, qui sont un peu fouillis, comme ça, qui laissent la nature parler, plutôt que les jardins à la française qui sont bien taillés. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est un petit peu différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est on parle toujours du fait d'un rapport qu'on peut avoir physique aux plantes, de toucher les plantes. Et les plantes vivent ça assez mal en général. Enfin, Stefano Mancuso l'explique bien dans son livre, un petit peu moins Didier van Kœvlart dans le sien, mais les plantes n'aiment pas du tout ça, c'est un vrai stress pour elles que d'être touchées par les hommes. Alors, paradoxalement, si on le fait de manière régulière chez les jeunes plantes, ça peut les amener au contraire à croître de manière, on va dire, plus forte, parce que justement, elles se renforcent, elles se régénèrent, elles se renforcent contre l'agression extérieure. Puisque nous allons terminer avec vous, mon cher Nicolas, puisque vous êtes le nouveau dans cette émission avec beaucoup de bonheur. Au fond, on a toujours défini la culture comme étant justement quelque chose qui s'établissait contre la nature. Et on a l'impression qu'avec von Kœvlart, c'est la réintégration justement de l'une dans l'autre. Oui, en fait, je pense que c'est la notion de réciprocité. Donc, les plantes font preuve, selon Didier van Kœvlart, d'une certaine forme d'altruisme. Donc, ils sont capables de non seulement faire des choses pour survivre elles-mêmes, mais pour permettre à d'autres êtres vivants autour d'eux de survivre et de mieux vivre. Je pense que c'est la notion donc de l'humain, de cet animal que nous sommes. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, d'être capable d'être dans cette réciprocité, dans cet altruisme, de redonner aux plantes et d'être capable de les écouter pour qu'on puisse cohabiter les animaux et elles ensemble? Ce qu'on comprend bien, c'est que c'est un tout. On est dans un tout. Exact. Et tout est vivant. Les plantes, les animaux, les hommes, et tout est interdépendant. Et si on comprend ça, c'est déjà un grand pas qu'on fait, ce livre y participe. Donc il existe les émotions cachées chez les plantes, ce qui n'empêchera jamais de déguster une bonne salade. Lancement donc d'un nouveau sujet, puisque nous allons passer à la musique, alors avec un groupe totalement étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'appelle 3 Cafés Gourmands, et ce groupe a été vu sur YouTube 102 millions de fois. Le tube, car il s'agit vraiment d'un tube et d'un premier album de ce groupe qui s'appelle Un air de rien, se vend à l'appel. Qu'est-ce qui peut expliquer ce succès? Nous allons en parler dans un instant, notamment avec Yves, mais voici l'extrait. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Mon cher Yves, 3 Cafés Gourmands, qui sont-ils? De quoi s'agit-il? C'est un trio, comme le nom l'indique. 2 garçons et une fille. Ils viennent de Corrèze et ils ont un succès absolument phénoménal, notamment avec la chanson À nos souvenirs, mais pas uniquement. Alors, qu'est-ce qui fait leur succès? D'abord, stylistiquement, vous venez de le voir et de l'entendre, on est quelque part entre Zaz, Patrick Sébastien et Jean-Jacques Goldman. C'est ça. Le succès, je pense qu'on peut le mettre en parallèle, évidemment, avec la crise des Gilets jaunes que subissent la France, un petit peu la Belgique et les Pays-Bas depuis de nombreux mois, c'est-à-dire la revendication par les régions de leur existence, de leur identité et du fait que les exégètes parisiens créent une forme de rejet chez une musique et un style à la fois populaire, festif et en partie revendicatif. D'ailleurs, si on veut faire un peu un parallèle, on voit le groupe Boulevard Désert, qui était aux Victoires de la musique, qui est un peu dans... il y a eu les Toulousains de Zebda il y a des années. Il y a très longtemps, alors qu'eux étaient très politisés, les motivés, à l'extrême gauche, etc. Mais quand même pas les rois de la musique. Mais vous avez raison, ça avait... il y a un lien un peu lointain qu'on peut faire. Damien Saez, qui est une de leurs idoles, qui avait eu le succès Jeune et con il y a des années. Et puis, surtout...
moi j'y vois un lien avec la chanson qui leur a succédé comme étant le numéro 1 en France et qui vraiment, je pense, exprime mieux que tout autre la situation de la France aujourd'hui, si on veut la comprendre. C'est une découverte de Renaud. D'ailleurs, on peut dire que c'est un clone de Renaud, Gauvin Cers, avec une chanson qui s'appelle Les Oubliés et qui raconte à la fois ces instituteurs et ces élèves qui sont dans la ruralité française et qui sont effectivement complètement, ou se sentent en tous les cas, mais sont aussi complètement oubliés. C'est vraiment l'expression de la réalité de la France de 2010. Alors, question évidemment à tous les autres, après cet exposé qui était bien nécessaire pour présenter, en rappelant quand même qu'il y a eu 102 millions de vues sur YouTube. Est-ce qu'on peut considérer qu'une certaine forme de bien-pensance ou de ruralité honnête ou de revendication sociale est à l'origine finalement de ce succès phénoménal? Ce que j'ai envie de dire, c'est finalement, ça ne se retrouve pas seulement en France. Je trouve qu'en Suisse, voilà, depuis des années, dans un autre style qui est celui du yodel, mais du yodel pop, c'est-à-dire qu'on a pris le yodel qui était cette chanson traditionnelle, folklorique, yodeleuse, etc., qui avait vraiment des connotations qui étaient très nationalistes et pas forcément bien vues à une époque, qui étaient très ringardes, et qui depuis quelques années, aujourd'hui... Top branché. Non, mais vraiment, c'est un vrai succès populaire. Il y a un groupe, par exemple, comme Hush dit Ritter, voilà, qui est un groupe familial avec une très jolie et très talentueuse chanteuse qui s'appelle Mélanie Hush. Elle a un succès, mais vraiment phénoménal, en Suisse, même en Suisse romande, dans la partie francophone, pas simplement dans la partie germanophone, en Autriche et en Bavière ou dans le Tyrol du Sud, donc en Italie, là où le yodel existe, ça dépasse les frontières, où un chanteur de rock aussi un petit peu populaire comme Gola, en G-O-L-A avec un tréma par-dessus, c'est comme ça que ça s'écrit, a aussi un succès. Donc il y a aujourd'hui, politiquement, sociologiquement, artistiquement, que ce soit conscient ou pas. Alors c'est ça qui est intéressant, qui mériterait peut-être d'être investigué, savoir dans quelle mesure c'est conscient ou pas, mais en tout cas, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus ancré dans un terroir qui nous rassure, qui rassure l'auditeur. Sylvestre, est-ce que ça existe d'ailleurs en Belgique, ça? Pas vraiment, pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en Belgique, les groupes, même alternatifs, chantent de plus en plus en français. Alors le mouvement, pour moi, est un peu du même ordre, même s'il ne se situe pas au même niveau. Mais les groupes alternatifs belges chantaient en anglais avant, francophones belges. Aussi, hein. Et aujourd'hui, on est de plus en plus à un retour à la chanson en français, assumée, revendiquée, mais sans véritable charge politique ou sociale. C'est quelque chose de très filigrané comme ça. Mais je pense qu'on est vraiment du côté de la valeur refuge, on est du côté du circuit court aussi par rapport à ce genre d'artistes. La preuve, c'est que je trouve que ce groupe est entre Cabrel et Soldat Louis. Je me disais ça en rédigeant mes notes, et puis je me suis rendu compte qu'il y a une chanson qui s'appelle Horizon Noir, qui est presque un pastiche de la corrida de Francis Cabrel, et il y a une chanson qui s'appelle De la bière des filles et la fête ou quelque chose comme ça. C'est Patrick Sébastien. Oui, du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu, de manière aseptisée, Soldat Louis. Donc je me suis dit, c'est drôle que la thèse qui me vient en tête est presque étayée par vraiment presque des pastiches, ou en tout cas des hommages, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a de ça. Patrick Sébastien, j'irais même jusqu'à dire, et sans condescendance aucune, les musclés peut-être. Là, tu vas un peu loin quand même. Oui, mais c'est quelque chose qui était quand même très fédérateur pour ce groupe. Il parle quand même aux jeunes, aux enfants. Bah oui, pourquoi pas. Et encore une fois, il n'y a aucune condescendance, aucun parisianisme ou bruxellianisme là derrière. Mais je trouve que il y a vraiment ce côté très simple, très accessible, et je pense vraiment très familial aussi. Je suis certain que dans les concerts de ce groupe, il doit y avoir toutes les générations, et c'est très fédérateur. Donc il y a beaucoup de F dedans, familial, fédérateur, français, facile, festif. Les grands festivals régionaux ont toujours eu un succès absolument phénoménal. Par exemple, en Bretagne, vous avez des festivals qui accueillent des dizaines de milliers de personnes, avec des gens comme Alan Stilwell et les autres, justement, une culture bretonne, celtique, et qui vient même du Pays de Galles, d'Écosse ou d'ailleurs. Est-ce que ça existe? Comment? Phénoménal, c'est avec F aussi. Phénomène? En Suisse, peut-être. Ouais. Est-ce que ça existe au Québec? Ouais, plus ou moins, en fait. Vous avez probablement connu les Cowboys Fringants qui donnaient dans ce même genre de musique très festive, très politisée aussi, mais de leur côté, c'était très, très assumé. Ils voulaient parler de politique. Ils l'ont fait pendant très longtemps. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Ça a rayonné dans la francophonie, les Cowboys Fringants. Je ne sais pas pourquoi. En écoutant Trois Cafés Gourmands, qui est d'ailleurs un nom de groupe qui me fait beaucoup sourire, ça m'a fait penser à un succès qu'on a connu au milieu des années 2000 au Québec, les Lost Fingers. C'était donc trois
3 jeunes hommes à l'époque. C'est aussi un nom de groupe qui est assez drôle. Exact, oui. En fait, c'est inspiré des doigts manquants de Django Reinhardt, le musicien de jazz manouche. Et donc, ils ont décidé, eux, à une époque, de reprendre des succès des années 80 en format de jazz manouche. C'était un peu inattendu. Ils venaient de Québec, donc ma ville natale, de la région de Québec, et ça a connu un succès, mais monstre. Ils ont vendu 200 000 albums de leur premier album qui s'appelait Lost in the 80s. Et je pense que c'est la même chose que le public recherche en ce moment avec Trois Cafés Gourmands, c'est-à-dire une espèce d'ode à la simplicité, une ode à la légèreté, un moment où on n'a pas besoin de se prendre la tête, où on a le droit de danser, de se laisser aller, de vivre ces moments-là en famille et de pas toujours se demander si, justement, le plateau de 300 millions de critiques va aimer ou pas cette musique qui est faite très, très, très simplement. Je suis pas sûr qu'ils se posent la question. Je suis pas mal sûr que non. Après ça... Bon, moi, j'ai mon seul bémol, parce que j'accepte tout ce genre de musique plus légère, c'est la façon dont c'est arrangé, dont c'est mixé sur album. J'ai de la difficulté à comprendre qu'on soit allé en studio, qu'on a enregistré ces chansons-là, qu'on ait sorti les chansons et qu'on se dise que c'est un produit fini en 2019 d'un point de vue musical. Pour le reste, l'intention, je la respecte, mais musicalement, j'ai un peu de difficulté dans le produit enregistré. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui fabrique l'authenticité? Bienvenue en France. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça qui fabrique l'authenticité? Peut-être. Ouais. Le fait que ce soit que c'est un côté justement un peu variété comme ça. Oui, enfin, limite. Ce qui est intéressant quand vous écoutez l'album, ce qui est ça qui est drôle, c'est qu'il y a un côté qui est un peu, voilà, Nicolas en parlait, il y a un côté un peu jazz manouche flamenco, ce qui a rien à voir avec la Corrèze. Gypsy. Ouais, non, Gypsy. C'est toutes leurs inspirations, tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qui a construit leur enfance et leur adolescence. Mais c'est pas du tout corrézien, par contre. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, il y a une sorte d'identité de nostalgie qui est mise en avant par rapport à un lieu et qui est parfaitement cohérent à ce niveau-là. Puis musicalement, il y a des écarts. Mais je pense que c'est pas la France du Sud. Moi, pour le coup, je peux vous le dire, la musique corrézienne, c'est la bourrée. Ouais. Vu de la Belgique, c'est pas du tout un disque corrézien, c'est un disque très français. Un disque très français hors Paris, entendons-nous bien. Mais il y a un disque chiracien. Par exemple. Alors, pour expliquer, Chiracien. Jacques Chirac était corrézien de Mémac. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent justement sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a un succès phénoménal? Oui, ils l'apprécient. Vous avez dit plus de 100 millions de vues pour leurs chansons. Et c'est par ce côté naturel, ils ne se prennent pas au sérieux. Et quand vous regardez leurs interviews, les passages qu'ils ont eus dans certaines émissions qui sont regardées en replay sur les réseaux sociaux, il n'y a que des commentaires positifs, puisque finalement, on arrive à s'identifier. Parfois, vous avez des groupes qui se prennent pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils endossent une tenue de musicien, de chanteur, on se donne un genre, on le voit sur leur Instagram. Leur Instagram, ils sont tout à fait nature. Elle est avec ses rondeurs, elle n'est pas surmaquillée, elle n'a pas un costume de scène. Et en fait, on peut se dire, tiens, ça pourrait être moi aussi. Et je pense que c'est ça qui fait du bien, c'est le fait d'être naturel, d'être spontané, d'être bienveillant. Je sais que c'est un mot en ce moment dans le langage français qui revient beaucoup, mais ils sont bienveillants. Et finalement, donc on a échangé beaucoup sur ce groupe en disant qu'est-ce que vous en avez pensé? Je crois que je suis une des seules à l'avoir aimé autant parce que ça m'a fait du bien par rapport à toutes les nouveautés, qu'on a d'anxiogènes, même à chaque fois qu'on vous apporte un nouveau groupe, pas uniquement culturellement, les nouvelles, tout est anxiogène et là d'un seul coup, tu fais référence au Young Guns, oui, ça va pas changer ma vie, oui, musicalement ça révolutionne rien, ça fait juste du bien et voilà. C'est un truc corrézien, ça, après le président normal, le groupe de musiciens normaux, c'est ça? Non, je vois pas ça comme ça. Une petite question à Yves, qui a longtemps travaillé dans l'industrie de la musique. Est-ce que, par exemple, pour un directeur artistique, vous voyez arriver la maquette, Yves, ça a dû vous arriver 25 fois quand vous travaillez, est-ce que c'est un succès prédictible? Pas facilement, non. Parce que, et d'ailleurs, ils s'y sont confrontés. Je pense que ça n'est pas un hasard si c'est le label Play2, justement, qui a signé cet artiste, parce qu'ils sont un peu spécialisés, justement, dans le fait de signer des artistes voilà, différents, avec Zaz, qui est plutôt vilipendé par la critique bien pensante, que ça soit celle du rock comme celle de la chanson française. Alors que c'est, elle aussi, un véritable phénomène. C'est une artiste qui marche très bien et qui en plus s'exporte. Zaz, elle a un succès formidable chez vous, aussi, au Canada, mais c'est une star en Allemagne, en Russie, etc. Voilà, mais effectivement, c'est vraiment l'anti-parisianisme par excellence. Par essence. Comme Patrick Sébastien, dans un genre proche, même si pas identique. Voilà, nous allons recevoir maintenant Denis Butaille. Bonjour Denis. Je vous laisse ma place. Voilà. Bonjour.
Vous êtes le directeur, parce que nous sommes depuis le début de cette émission donc, au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Alors c'est un musée qui est apparemment pas connu, mais en fait très connu, parce qu'il suffit de taper sur Google ou sur les autres moteurs de recherche, et immédiatement il sort. Il sort même souvent en première position. Et on est à Issy-les-Moulineaux, une ville numérique, donc effectivement son musée municipal, le musée français de la carte à jouer, unique dans le monde, donc bénéficie évidemment aussi d'une belle reconnaissance en matière numérique. Et donc on est très présent sur les réseaux sociaux, c'est une nouveauté, on a un site internet intéressant qui justement montre l'activité, le dynamisme du musée. Un musée aujourd'hui c'est presque plus qu'un musée, c'est un centre culturel. On peut y pratiquer un certain nombre d'activités, on peut être spectateur d'un certain nombre de faits culturels, de concerts, de tournois. Ce musée est particulier puisqu'il y a évidemment des cartes, c'est-à-dire des objets d'art à voir, mais il y a également du jeu, il y a un fait social. On peut pratiquer. Ici, vous visitez et vous jouez. Qu'est-ce qui a eu l'idée, en fait, Denis, de cette aventure? C'est une idée à la fois collective et puis en même temps quelque chose qui s'est imposé. En 1930, un donateur fait don à la ville Issy-les-Moulineaux d'une collection, toute sa vie. Et 50 ans après, la conservatrice Agnès Barbier, à l'époque, organise une manifestation, une exposition qui révèle dans ce don une planche, notamment la planche qui est derrière vous, une planche de tête de portrait français début du XVIe siècle, quelque chose d'unique, et donc qui permet de se dire qu'on avait un petit trésor, une pépite dans les mains, et toute l'histoire du musée démarre. Se reconstruit. C'est ça. On est en 1986, l'aventure démarre. On veut faire un musée absolument unique, donc original, et on crée un écrin de plus de 2000 mètres carrés, un des plus grands musées d'Île-de-France, donc pour recevoir cette collection extraordinaire. Issy-les-Moulineaux donc est une ville qui est juste à côté de Paris. C'est presque Paris. Ici, les gens qui viennent, ils viennent pour voir, ils viennent pour jouer, ils viennent pour. On leur enseigne par exemple belote, canasta, poker. Enfin, comment ça fonctionne? Alors, belote, canasta, bien. Poker, non. Non, poker, il faut miser, il faut de l'argent. On n'est pas un cercle de jeu. Il y a les cartes. Mais il y a les cartes, bien sûr. On peut jouer, au musée. On pourrait ajouter la magie. Le couillon, le scat, l'ogorek, la scopa. Oui, tous les jeux européens, tous les jeux du monde sont à Issy-les-Moulineaux, au musée français de la carte à jouer, parce qu'on joue ici. On a des tournois également de mahjong, donc on part en Asie, on part en Chine. C'est le tour du monde en permanence. On parle aussi de tout. On parle de la ville en ce moment, donc c'est Raymond Depardon qui expose tout son travail de photographie sur les grands architectes actuels à Issy-les-Moulineaux, mais également des choses totalement différentes. La nuit des musées, au mois de mai, on va parler de Victor Hugo, vous en parliez tout à l'heure. Victor Hugo, Adèle Fouché, à l'été 1819, commence à s'embrasser à Issy-les-Moulineaux. Donc nous, on va en parler, ce 200e anniversaire de ce premier baiser. Pour nous, c'est évidemment le moment de fêter ça. Denis, question, est-ce qu'il existe ici une sorte de chef-d'œuvre, comme par exemple, vous avez le déjeuner sur l'herbe de Manet à Orsay ou la Joconde au Louvre? Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre une carte particulière, un jeu particulier, un objet particulier? Alors, j'ai envie de vous répondre facilement. On en a 25 000 chefs-d'œuvre. Mais en réalité, il y en a peut-être une qui a effectivement les faveurs du public, parce que c'est la plus ancienne. Elle date du XVe siècle. C'est une carte d'un tarot de Ferrare. Donc, on est en pleine Renaissance italienne. La cour d'Isabelle d'Este, l'entourage de Cosmetura. Donc, on est dans un moment où l'art est en train d'éclore de manière extraordinaire en Italie, par foyer. Donc on a Florence, on a Milan et on a Ferrare. Et chaque grande cour est en train de se doter d'instruments de pouvoir, d'instruments aussi culturels. Et le tarot princier, les triomphi, en fait partie. Et nous, on a la chance d'avoir une carte d'un tarot princier, quelque chose d'extrêmement rare, rarissime, même qu'on a acheté en 92, le chariot de Ferrare, qu'on vous invite à découvrir. Question. Est-ce qu'il y a de grands artistes qui ont signé des jeux de cartes? Et autre chose, est-ce qu'il y a des artistes méconnus, justement, qui sont reconnus dans la facture du jeu de cartes? Alors, des artistes très connus qui se sont emparés du jeu de cartes, Delaunay, Sonia Delaunay, des artistes actuels, mais des artistes aussi plus anciens. Le jeu de cartes est véritablement un support
pour artistes. Et à partir des années 1900, on aime à justement prendre un cadre et puis après faire preuve de liberté dans ce cadre pour créer autre chose, un nouveau langage. Question, Michel. Question très bête, mais je me la posais en préparant cette émission. Est-ce qu'on sait finalement comment, enfin à partir de quand et pourquoi on est arrivé sur cette iconographie précise des cartes avec roi, dame, valet, enfin les chiffres, etc. Et c'est parce que ça a l'air assez universel quand même aussi comme langage. C'est notre anthropologue, Michel. Donc, oui, nous posons les questions, nous posons les questions bas de gamme, tous, et puis tout d'un coup Michel surgit. Pouvez-vous nous dire C'est évidemment une merveilleuse question. Alors, les premières cartes. Merci. Toutes mes félicitations. En disant qu'elle était simple en plus. Les premières cartes, a priori, sont chinoises. C'est lié à l'invention du papier, donc il faut évidemment le lier. On est au 7e, peut-être un peu avant, donc en Chine. On n'a pas de vestiges, donc on ne présente pas de cartes de cette époque-là. En revanche, pour ce qui concerne les cartes à jouer telles qu'on les connaît, il y a des enseignes que nous, on connaît bien, donc pique, cœur, carreau, trèfle, mais dans le monde latin, en Espagne, en Italie, c'est d'autres types d'enseignes avec lesquelles on joue encore et c'est très vivace. Donc, effectivement, notre portrait français s'est imposé, le portrait d'ailleurs de Paris, donc toujours le fameux portrait de Paris, qui après la Révolution devient finalement le portrait de France et le portrait du monde. Donc, c'est d'abord une expérience française donc, qui a été proposée au monde entier, qui a été adoptée donc, au monde entier. Merci Denis, nous sommes donc à Issy-les-Moulineaux, au musée de la carte à jouer. Troisième sujet, il s'agit de l'expo Toutankhamon. Il y a dans ce musée, on en a parlé, donc des jeux de tarot qui reproduisent l'iconographie de l'Égypte ancienne. L'égyptomanie est répandue depuis très longtemps et la France n'est pas pour rien dans ce phénomène. Vous vous souvenez de la fameuse expédition donc, de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle qui a lancé... Ces pyramides, voilà. 40 siècles vous contemplent. Heureusement que Yves est parmi nous. Passion donc occidentale à propos de l'Égypte, passion qui est assouvie en ce moment avec une grande exposition consacrée encore une à Toutankhamon qui se tient à Paris. Je propose de découvrir et de la découvrir en images et nous en parlerons après. Voilà, j'esquissais dans ce prologue les raisons du succès et la fascination pour l'Égypte, Napoléon et le voyage qu'évoquait Yves. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, on a une motivation qui explique ce succès rémanent à chaque fois qu'il y a une exposition concernant Toutankhamon et les gens se précipitent? C'est de la folie. Vraiment, sur les réseaux sociaux, déjà, ils ont fait un vrai teasing par rapport à l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes. On en a parlé. Ils ont créé un compte spécifique dédié à l'exposition. Même sur leur site internet, il y a plein de questions que les gens peuvent se poser, auxquelles ils répondent. On peut tourner les objets en 3D, même si on ne va pas voir l'exposition, elle suscite un intérêt qui dépasse la visite. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de sujets qui reviennent, il y a des comptes sur Howard Carter, on se repassionne pour lui. Donc on voit via les réseaux sociaux le regain qui était celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Donc on revoit un regain d'intérêt, toute génération confondue. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à savoir qui est derrière. Donc aussi bien sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les professeurs d'école se disent tiens, il y a une exposition, ça y est, on va en parler à nos élèves, on va créer des blogs pour parler de l'exposition. Même si on ne l'a pas vu, on reprend le sujet et on en parle sur les réseaux sociaux et c'est de la folie. Est-ce que vous avez le sentiment les uns et les autres que justement c'est tout à fait lié à l'école, le succès? Enfin, on a parlé de la fascination de l'Égypte, mais au fond c'est au programme pour les enfants. L'Égypte ancienne, c'est toujours un petit peu mystérieux et Toutankhamon avec Cléopâtre sont les deux personnages les plus célèbres dans l'inconscient populaire, Michel. Mais je pense... Ou les autres, non, alors c'est peut-être l'école, mais ça fait partie de notre civilisation. C'était, je crois que c'était Claude Richard, qui était la conservatrice du musée d'art et d'histoire à Genève, qui disait, voilà, l'Égypte ancienne, c'est la mère de toutes les civilisations, dont la nôtre aujourd'hui. Les Grecs étaient déjà eux, étaient passionnés par l'Égypte ancienne.
Donc ça a traversé les temps. À la Renaissance, il y avait des momies déjà à ce moment-là qui étaient emmenées d'Égypte ici dans la partie occidentale européenne en France pour des évaluations scientifiques. Puis après, même au niveau architectural, qu'on puisse penser aux pyramides, aux obélisques ou autres, ça a influencé ensuite notre art. Donc l'Égypte, elle a toujours été là. Il y a le registre du mystère aussi qui est très important. Et puis il y a ça. Alors vous rajoutez en plus la petite pincée de mystère, de rites, voilà, on ne sait même pas comment les pyramides ont été construites encore aujourd'hui. Ça nourrit l'imagination, l'imaginaire tout le temps. C'est vrai, Nicolas, aussi, ça. Ouais, puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de contemporain dans les valeurs qu'on entretient en ce moment. C'est-à-dire que quand on va voir cette exposition-là sur Toutankhamon, quand on parle de l'Égypte ancienne et de tous ces artefacts, il y a la notion du luxe purement, du brillant, et aussi la notion de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qui va subsister de nous dans le futur, est-ce qu'on va continuer à parler de nous? Et quand on va voir une exposition comme Toutankhamon, quand on parle de n'importe quel personnage de cette vous avez époque raison, pharaonique. c'est la recherche de l'immortalité aussi, exact, voilà. l'Égypte. Donc c'est totalement fascinant pour l'humanité. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est ce que j'ai vu. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect, et là peut-être que je vais loin en disant ça, mais il y a un aspect politique, c'est-à-dire de présenter une exposition comme Toutankhamon, c'est aussi un outil de soft power égyptien par rapport aussi, quand on parle au tourisme, entre autres. Alors, nous, on est en train de financer, en allant voir cette exposition-là, la construction de leur fameux grand musée égyptien qu'ils essaient de construire depuis des années. Qui ouvrira en 2020. Donc, et voilà. l'équipe de Maghreb Orient Express avec Mohamed Kassi y était justement au mois de décembre. Ils ont ramené un 52 minutes que nous avons diffusé, à la fois sur le musée du Caire et sur les fondations devant les pyramides de Gizeh du futur musée d'Égypte qui va être absolument monumental et très étonnant. Mais ce qui est très fascinant, c'est que l'ensemble de la culture pop est pleine d'égyptologie. Earth, Wind and Fire, Michael Jackson qui se rêvait lui-même en pharaon, évidemment les cigares du pharaon, Blake et Mortimer, je veux dire Akhenaton. Évidemment, qui était le père de Toutankhamon, petit pharaon adolescent qui n'a d'ailleurs jamais vraiment régné. C'est fantastique en même temps qu'on parle de ce pharaon qui n'en a même pas réellement été un, juste parce que c'est lui dont on a retrouvé la tombe intacte. Alors, question, parce que tout à l'heure je vous ai interrompu Michel, mais je vous rends cette part. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Parce que maintenant, il y a l'engouement, c'est sûr. L'apport à la culture, en général, c'est évident, on vient de le développer dans tous ses aspects. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, cette exposition singularise, il y en a eu, je ne sais pas combien des expositions sur l'Égypte ancienne et sur Toutankhamon. Celle-ci se singularise par le fait qu'il y a un certain nombre d'objets qui sortent pour la première fois d'Égypte et qui sont exposés. Alors, ce sont des objets qui ont été retrouvés par Howard Carter en 1992, en 1922, pardon, 22, lorsqu'il a découvert cette tombe, cette chambre funéraire. Alors voilà, il a ressorti tous les objets, dont le coffre, enfin avec les différentes les sarcophages. Mais qui lui est resté qui n'est pas là. en Égypte. Et d'ailleurs, je fais remarquer que la plupart des journaux français ont dit nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de sortir la Joconde, ce qui est une erreur, car André Malraux avait emmené la Joconde à New York. Alors, mais je crois que ce ne serait plus le cas aujourd'hui, ce serait plus possible aujourd'hui de sortir la Joconde, semble-t-il. Oui, mais on l'a fait. Oui, à l'époque, oui. Là, effectivement, le fameux masque en or de Toutankhamon est absent des objets qui sont présentés, mais néanmoins, il y a un certain nombre de sarcophages, de statues, de coffres, enfin d'objets qui étaient présents. Alors, l'expo en elle-même, elle est vraiment dans l'ordre de, je ne sais pas moi, Est-ce qu'elle est à la hauteur de l'imaginaire qu'on vient de développer avant? Alors oui et non. Est-ce qu'elle est un peu déceptive? Alors je vais vous répondre. Mais parlez, franchement. Sur les réseaux sociaux, elle est un peu déceptive. Non, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce qu'effectivement, la mise en scène, c'est un petit peu une succession d'objets, comme un vieux musée d'ethnographie, donc c'est pas forcément très passionnant. Il faut presque faire un effort. C'est-à-dire quand on se dit, les objets qu'on regarde, ils ont 3000 ans, en principe, ils étaient enterrés, on n'aurait jamais dû les voir. Là, la magie revient. Donc là, on se dit, oui, on assiste à quelque chose de particulier, de beau, mais néanmoins, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez statique, d'assez scolaire, je dirais, qui n'est pas... C'est-à-dire, le pharaon ne vient pas vous accueillir. Non, il ne vient pas nous serrer la porte. On s'attend à ça. Un cigare à la bouche. Il y a un mélange des genres qui est un peu particulier, je trouve, parce que, en définitive, c'est une grosse boîte américaine qui produit ça, qui s'appelle IMG, qui fait Miss Univers, enfin, toute une série de choses comme ça. C'est très américain. C'est très américain, qui disent clairement, nous, pour que ce soit rentable, on doit faire sold out tous les jours. Donc, on se rend bien compte à quel point, effectivement, il y a un battage autour de cette expo.
Comme on dit par chez moi, j'ai l'impression qu'on vend un chat dans un sac aux gens parce qu'effectivement, on dit l'expo Toutankhamon et on arrive à la Villette, il y a un énorme Toutankhamon qui est écrit au-dessus de la grande halle. On entre, il y a un énorme écran. On arrive dans une antichambre avec un écran courbe, donc on se dit, voilà, la technologie, etc. Puis les portes s'ouvrent et puis, ça a tendance à retomber. C'est un peu comme un film qu'on vous survend. Voilà. On l'a tellement vendu qu'à un moment, on est un petit peu déçu. Et le pré-générique est waouh, enfin, avec ces portes qui s'ouvrent, etc. Et puis on arrive, effectivement, on se dit, ah ok, enfin, voilà, il y a des espèces de présentoirs comme ça, et on en oublie presque l'intérêt au niveau de l'histoire de l'humanité, l'intérêt au niveau du travail de la main que ça a pu représenter, etc. Parce qu'en plus, comme ils doivent faire sold out, c'est bourré de gens autour de ces œuvres. Tout le monde prend des photos, donc ça devient vraiment une expo Instagram. Et quand on regarde Instagram avec le hashtag, il y en a partout, partout, partout. Et donc, quand je dis c'est une expo de l'entre-deux, c'est comme si on avait mis énormément de moyens pour reproduire une expo muséale. Et en définitive, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec une réplique. Ils sont très malins. Avec une réplique du tombeau. Bah oui, mais au final, moi je préfère voir ça dans un musée que d'aller le voir dans la grande halle de la Villette. D'ailleurs, ce qui était le cas. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on est dans une ère d'expérience. Donc, on s'attend dans la façon dont c'est promu, cette exposition-là, à vraiment vivre une expérience complète et entière. Et en tout cas, pour ma part, l'expérience que j'ai vécue, c'est d'être entassé avec des gens autour de certains objets, d'avoir de la difficulté à lire les descriptions et au final, de ne pas vivre cette expérience interactive qui a l'air d'exister sur les réseaux sociaux, que j'aurais aimé vivre comme spectateur de cette exposition-là. Après ça, on ne va jamais remettre en question l'importance du sujet, de la matière, mais je pense que l'expérience qu'on vit n'est peut-être pas à la hauteur des attentes. Pour moi, il aurait fallu une reconstitution du tombeau, par exemple. On voit juste une petite carte. Je profite, alors ça a été le cas. Il y a une expo qui a tourné en Europe. Il y a maintenant une trentaine d'années. Non, moins que ça. Notamment, elle était en Suisse il y a peut-être il y a quelques années, 5-6 ans, une dizaine d'années. Elle a commencé en Suisse, c'était à Zurich il y a une dizaine d'années de ça. Et effectivement, il y en a tellement eu. On avait recréé la chambre funéraire avec des copies d'objets. Ce n'étaient pas les originaux, mais on avait recréé ça. C'est aussi une expo qui a eu un succès phénoménal. Donc peut-être aussi ce qui joue en défaveur de cette expo, c'est comme on a tellement l'habitude de voir les expos, où il y en a tellement, finalement, c'est plus vraiment si les objets sont les vrais objets ou des faux objets. Là, ce sont des vrais objets à Paris, c'est clair. Mais on s'en rend même pas compte. Mais on oublie, on doit vraiment faire un effort de se dire, mais il a 3000 ans cet objet. Waouh! Et puis on n'aurait jamais dû le voir parce que c'est presque. Et ça, quand on est dans un musée, on a cet effet-là qui revient où on se dit c'est un objet authentique. Là, il y a tellement de faux tout autour qu'au final, ces objets-là, on se demande même s'ils sont vrais ou pas. Par exemple, est-ce qu'au Canada, il y a eu des expositions Toutankhamon? Oui, en 1985, par exemple, au Québec, on a fait une exposition qui s'appelait Ramsès et son temps. Donc c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on avait organisé cette exposition-là au Palais de la Civilisation. C'était le fameux maire Jean Drapeau, qui est un de nos maires iconiques au Québec, qui nous a amené la Place des Arts, l'Expo 67, qui nous a amené aussi le métro de Montréal. Et donc on est allé le voir, puis on lui a dit on pourrait faire une exposition avec des représentations photographiques du tombeau de Néfertari. Et lui a dit non, on fera pas ça, on veut des vrais objets. Et donc ils ont discuté, ils ont amené 80 objets, je pense, à cette époque-là, au Palais de la Civilisation. Ça a attiré 700 000 personnes, cette exposition-là. Ça avait été hautement complexe. Les objets étaient arrivés 10 jours en retard. Les assurances avaient coûté 35 millions de dollars. Bref, ça avait été complexe. Mais après ça, personnellement, j'avais jamais été conscient qu'il y avait une passion pour l'Égypte québécoise avant de me remettre à faire ces recherches pour voir qu'est-ce qui avait été fait. Et l'année dernière, en 2018, on a eu ce genre d'exposition-là aussi dans un musée qui s'appelle Pointe-à-Calière, à Calière, oui, mais qui présentait donc le pendant féminin de l'Égypte pharaonique. Donc, ça s'appelait Reine d'Égypte. Et là, ça tournait autour des femmes, des pharaons, entre autres. C'était une civilisation paritaire, justement. C'est vrai. Où vous aviez des pharaones, pas simplement des épouses de pharaons comme la fameuse Néfertiti, mais des pharaones qui ont régné et pas uniquement Cléopâtre. Nous allons terminer par les coups de cœur donc, de cette émission, en commençant par vous, mon cher Yves. Alors, c'est le nouveau livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Chez Grasset, Bruno Patino est le directeur éditorial d'Arte, après avoir été le directeur des programmes de France 2. Il enseigne le journalisme à Sciences Po également. Et en fait, c'est un livre absolument passionnant que nous devrions absolument tous lire, qui raconte très exactement comment l'idée d'Internet, qui était cette idée hippie du partage du savoir et de la connaissance, est devenue l'instrument qui va détruire la civilisation. C'est radical, au moins.
Sylvestre. Une exposition qui s'appelle Art et déchirure. C'est une expo autour de l'art brut. Ça se passe au Théâtre de Liège. Et c'est une exposition en coordination avec un musée d'art singulier de Rouen. Mon cher Michel. Un grand petit livre cette semaine, petit par sa taille, 70 pages, que l'on doit à Mathias Joliet. C'est son premier roman, ça s'intitule Rosa Blanche, c'est aux éditions des Sauvages. Ça raconte une marche en montagne et même en haute montagne. Alors c'est un rapport à la nature, je vous en parle puisqu'on a parlé de Vancouver, bien sûr, qui est splendide, au silence, à l'introspection. C'est un bel hymne à la vie en général et à sortir des sentiers battus. C'est très réussi. Nicolas. Un nouveau festival québécois qui s'appelle le Festival Métro-Métro. Montréal est de plus en plus, et même le Québec en général, de plus en plus inscrit dans le circuit des festivals nord-américains musicaux. Métro-Métro, donc c'est le premier grand festival hip-hop de Montréal. On va recevoir entre autres Snoop Dogg en tête d'affiche. Il va y avoir aussi la fameuse Cardi B et Future qui vont être là. Donc ça se passe tout aux abords du stade olympique de Montréal où se déroule aussi la virée classique dont Mathieu vous a parlé, je pense, il y a quelques semaines. Donc, deux événements complètement différents, deux publics différents, mais un festival qui va faire se déplacer les masses. Voilà, Snoop Dogg qui est grand-père maintenant, ça me paraît totalement vrai. Et ami avec Martha Stewart, il faut jamais l'oublier. Totalement invraisemblable. On se demande ce qu'il y a dans le biberon du petit-fils. Ma chère Laura. Mon coup de cœur, c'est une expérience qui a été menée par la Haute École des Arts de Berne sur des fromages. Et c'est pour rejoindre un peu ce qu'on disait avec Didier Van Kovlar. J'ai l'impression d'être un morceau de gruyère. Allez-y, vas-y. Pendant 6 mois, on a fait écouter au Meule des Mentales une musique différente. Du rock avec Led Zeppelin, du rap, du Mozart. Et en fait, on s'est aperçu que le goût changeait en fonction des musiques qu'on leur avait fait écouter. Et c'est très, très sérieux. Absolument. Puis, voilà, je n'ai absolument rien compris. Recommence. Je confirme. Mais qu'est-ce qui change? C'est le goût? Le goût change en fonction des musiques qui ont été diffusées pendant l'affinage du fromage. C'est-à-dire qu'ils ont à quel moment on les fait écouter la musique? Au bout de 6 mois. Pendant tous les jours. Le lait est déjà figé, quoi. Alors, quand la meule est formée, ils ont mis en place avec des acousticiens un système de. Je prends le relais. Enfin voilà, tu corriges si j'ai des conneries. Ils ont mis en place dans les casiers des systèmes de haut-parleurs qui envoient des vibrations directement dans les fromages. Et en fonction des musiques qui leur ont transmises, donc ça, effectivement du rock, du rap, enfin, etc., ça a influé sur le goût du gruyère, de l'emmental, en l'occurrence des meules d'emmental au final. Donc le fromage n'était pas le même en fonction de la musique à laquelle elle était soumise. Je ne me rappelle plus comment ça marche, mais effectivement, il y a des vraies différences. Ciao. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore et encore et encore, elles auraient pu danser la jave. Y'en a